On accueille alors Eric Bévillard au centre. Eric est responsable du marketing de l'innovation dans un centre de recherche. À votre droite, Nicolas Géraud, consultant indépendant en transition et résilience, et auparavant référent innovation par les usages à l'ARDI, l'Agence régionale de développement et d'innovation du Rhône-Alpes. Et Nicolas était référent en la matière à l'échelle nationale en matière d'innovation par les usages dans une agence régionale de développement. Les thèmes qu'on va aborder, ça part du postulat qu'on va avoir besoin d'innovation pour décarboner, innovation sociale et ou technologique, et c'est bien de cela qu'on va discuter. Les questions qu'on va aborder, c'est innover dans la sobriété, les percées et les ruptures technologiques qu'on peut espérer. Est-ce qu'elles vont nous sortir de la mouise sans qu'on ait à faire d'efforts tranquillement installés dans nos canapés et en continuant à vivre comme avant? Inversement, comment est-ce qu'on peut innover sans attendre de solutions technologiques nouvelles, c'est-à-dire comment on peut innover avec ce qui existe déjà? Je laisse d'abord la parole à... C'est toi, Nicolas, qui démarre? Non, c'est Eric. Ah, c'est Eric qui démarre. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors, petite précision, je parle en mon nom propre et pas aussi au nom de mon organisation. Donc, on va parler de l'innovation dans la transition bas carbone. Bon, au début, ce que je voulais montrer, c'est que quand on parle d'innovation, on a tous un imaginaire. La preuve, ce matin, quand je me suis habillé, je me suis dit, est-ce que je vais mettre une chemise à Steve Jobs? Vous attendiez plutôt à ça, donc j'ai décidé de mettre autre chose pour être dans un autre imaginaire. J'espère que ça vous convient. Et l'imaginaire, il a toujours existé autour de l'innovation. Là, c'est un peu l'imaginaire qu'avait une personne qui s'appelle Jean-Marc Coté en 1900, sur comment il imaginait le monde en l'an 2000. Donc nous, imaginer le monde en 2050, c'est pas 2100, mais il y a un peu aussi cette marche-là qui est difficile à faire. La techno est-elle un nouveau dieu? Alors, un dieu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un pouvoir supérieur aux hommes, et on voit vraiment ce discours émerger avec l'intelligence artificielle, avec le numérique, toutes ces choses-là, le big data. Et il y a donc plein de disciples que vous connaissez, hein, les Laurent Alexandre, même Éric Zemmour, j'ai vu cette semaine. Vous avez, il y en a plein, qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche. On en trouve partout des pros techno et qui vont dire que ça va nous sauver. Alors, est-ce que c'est vrai? La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on innove, finalement? Donc, je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de la Reine Rouge. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a la reine qui court et Alice se dit « Mais pourquoi on court ?» Parce qu'on court pour rester immobile. Donc, l'idée derrière ça, c'est que l'innovation, il faut tout le temps innover parce qu'il faut rester dans la course pour au minimum être immobile ou aller plus vite que les autres. Donc, quelque part, il y a un lien entre innovation et compétitivité. Et la compétitivité, il ne faut pas la voir de façon négative, elle est nécessaire pour notre société. On pourra développer ça plus tard si vous voulez, mais on ne peut pas l'exclure. Alors, qui finance la recherche? Ça aussi, c'est une donnée qui est importante. Vous avez les GAFAM, donc c'est Google, Amazon, Facebook, etc., qui ont un budget R&D de 110 milliards d'euros. Vous avez l'Europe qui a un budget de recherche de 95,5 milliards et la France, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de 25 milliards. Donc, alors je ne sais pas si les comparaisons sont raison, mais elles donnent un signe, et surtout un autre signe qui va avec, c'est que l'innovation, il y a un effet mouton. C'est-à-dire quand vous avez Google qui veut faire une voiture autonome, tout le monde se met à faire une voiture autonome. La preuve, le jour où le patron de PSA a dit « moi j'y crois pas », qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, le cours en bourse s'est effondré. Donc il y a bien un effet mouton où tout le monde suit, et aujourd'hui, qui c'est qui donne la ligne directrice? C'est clairement les GAFAM. Alors comment on innove? Là, je voulais prendre l'exemple de chercheurs que je connais qui ont travaillé sur la 5G. Donc on a eu tout un débat autour de la 5G du côté des écolos, du côté des shifters, en disant c'est mal tout ça. Mais si on revient à l'origine de cette innovation, la mission qu'on a donnée aux chercheurs, c'était de faire plus de données avec moins de consommation. Dans les faits, ils ont réussi cette mission-là. C'était leur mission de faire mieux en consommant moins. Mais on a derrière ça les usages qui, eux, explosent grâce à cette innovation-là. Mais on ne peut pas dire que la faute est à l'innovation. Ce sera plutôt à son usage et à son non-encadrement.
Et puis autour de l'innovation, il y a plein d'incertitudes. Parce que là, quand vous écoutez les prophètes de la techno, c'est de dire oui, ce qui va nous sauver, c'est l'innovation. Si je reprends Eric Zemmour, son discours était de dire c'est dans la nature de l'homme, on a toujours trouvé des solutions, on va toujours aller vers plus d'innovation. Mais en fait, il y a des freins. Et on les oublie un peu. Le premier, c'est des incertitudes scientifiques. Les premiers fondements de l'IA, ça remonte à 1943. On est en 2020 aujourd'hui, il y a eu un délai quand même important. Pareil sur l'ordinateur quantique, Feynman, c'était dans les années 80 qui pose les bases théoriques. Ensuite, vous avez l'incertitude technologique. Typiquement, l'industrialisation est un vrai frein. Vous avez aujourd'hui Tesla qui a un carnet de commandes qui déborde, mais n'empêche qu'ils ont du mal à industrialiser et à avoir une livraison de masse. Vous avez aussi la synchronicité. Vous pouvez avoir une innovation, mais si les autres innovations à côté là, ne sont pas là, eh ben, vous avez un délai. Par exemple, l'écran de l'iPhone qui permet de lui faire du tactile, les premiers écrans, ils sont bien plus antérieurs à l'innovation de l'iPhone. Après, les incertitudes économiques. On a sorti la télévision 4K, mais on n'a pas eu spécialement les programmes en 4K. Et donc, parce qu'on ne voyait pas de raison économique à en faire, et le gain, certes, il y avait une innovation, mais il y avait des freins économiques. Ensuite, vous avez des freins sur les infrastructures. Il n'y a pas d'Amazon s'il n'y a pas d'Internet. Et aujourd'hui, la 5G, on ne sait pas si elle va vraiment se déployer en France, parce que les opérateurs n'y voient pas un réel gain. Donc, si vous n'avez pas les infrastructures, vous ne pouvez pas faire les usages derrière. Ensuite, vous avez les incertitudes sociétales. À un moment, on nous a tous gavés à la télévision 3D. Est-ce qu'il y en a qui ont une télévision 3D dans la salle? Je ne sais pas, mais pas beaucoup. Donc, parfois, on n'a pas envie de prendre cette innovation. Et puis aussi, vous avez les incertitudes politiques. Par exemple, on a vu qu'au moment du 11 septembre, il y a eu une explosion de la visioconférence. On a bien vu avec le Covid aussi qu'il y a eu des mouvements. Par exemple, Zoom a été coté à 150 milliards là, pendant le confinement. Et vous avez aussi le prix du pétrole qui peut avoir un impact. Vous avez aussi la réglementation, par exemple, sur le transport. Si on décide de limiter tout à 30 km/h ou PC à 110 km/h, ça peut avoir des impacts sur l'innovation. On a dit quoi de cette première partie, qui est loin pour l'instant de notre sujet, c'est l'innovation est nécessaire pour que le modèle il perdure. Et aussi, l'innovation, c'est pas magique. Ça prend du temps, on ne réussit pas toujours. Et qu'il faut être conscient de ses limites et pas dire, certaines personnes, dire voilà, notre avenir passe par l'innovation. Alors la question qu'on vous a posée, c'est quelle place pour l'innovation dans la transition bas carbone? Première chose, bon, vous les shifters, vous êtes déjà bien au courant, la transition, elle n'a clairement pas démarré, il n'y en a pas du tout. Les énergies s'accumulent, hein. Toutes elles sont en augmentation, mais elles s'accumulent, il n'y en a aucune qui diminue. Et ce qui est un peu, on va dire, étonnant, c'est que même l'IEA jure que par l'innovation. Dans leur rapport qu'ils ont sorti là, il y a quelques mois sur la neutralité carbone en 2050, vous avez que 4 à 6% qui sont sur le comportemental, donc sur le changement des usages et du comportement des citoyens. Et le reste, c'est que de la technologie, dont une très grosse partie de techno qui n'existe pas aujourd'hui. Donc on est vraiment encore dans le concept l'innovation, la techno va nous sauver. Perso, je trouve ça un peu effrayant. L'objectif moins 50% en 2030, en fait toutes les technos sont déjà sur le marché. Ouais. Donc dans 8 ans, on aura fait moins 50% avec ce qui est sur le marché et un tout petit peu avec des choses. Enfin, il faut se rendre compte quand même. Mais c'est l'IEA. Donc l'IEA aussi, quand ils détaillent un peu leur technologie, il y en a 46% des moyens de décarbonation qui n'existent pas aujourd'hui. Donc si on les liste un peu et qu'on fait des regroupements, vous avez une grosse partie sur le stockage, l'hydrogène, les carburants durables, donc le e-fuel, toutes ces choses-là, et de la capture carbone qui est aussi un des gros leviers. Donc il y a un vrai pari de dire, tiens, il va falloir avoir de l'innovation pour nous sauver. Mais il y a une incompatibilité temporelle, et ça c'est un des messages forts que je vais vous faire passer, c'est que l'innovation, comme j'ai pu le montrer avant, il y a des freins, et du coup ça prend du temps. Si on prend les technos un peu phares du moment, vous avez les SMR qui sont les Small Modular Reactors. Si on prend les technologies REP, alors sans rentrer dans les détails, c'est le réacteur à eau pressurisée, donc des technos qu'on maîtrise déjà, il est peu probable qu'on ait des réacteurs qui soient commercialisés d'ici 2035.
Si vous partez sur la génération 4, voire 4+, donc on parle de réacteurs à sel fondu ou autre, on est difficile à imaginer quelque chose avant 2040. Et si on prend pour l'hydrogène, ça vous avez ici le plan américain de l'hydrogène, en étant très ambitieux, c'est 1% de l'énergie consommée aux États-Unis serait avec l'hydrogène en 2030. Alors après, c'est facile d'ici 2050 de prévoir une forte hausse, mais ça reste que 14%. Donc voilà, ça prend du temps, vraiment. Et là, ce schéma que moi personnellement j'aime beaucoup, qui est assez édifiant. Donc pour vous l'expliquer un peu, c'est ici vous avez une courbe, c'est à partir de quand une technologie remplit 1% de la demande mondiale en énergie. Donc si on prend par exemple le projet ITER, qui est un projet très intéressant sur le papier, qui est en phase de démonstration, le premier plasma on espère en 2028 par exemple, et ben, si on imagine 100 ITER installés dans le monde, et ben, on ne sera même pas à 1% de l'énergie mondiale. Donc vous avez un mouvement actuellement côté écolo qui est l'écomodernisme, qui disent installer des réacteurs à sel fondu, développer la fusion. Mais si on regarde une question de temporalité, ça ne fonctionne pas. Alors, les incertitudes que je vous ai montrées tout à l'heure, on va les appliquer maintenant à l'énergie. Autour des incertitudes scientifiques, si vous discutez avec les spécialistes des réacteurs à sel fondu, par exemple au chlorure, ils ne peuvent pas affirmer aujourd'hui que ça va marcher. On n'en sait rien. On travaille dessus, mais on ne sait pas. Pour le fluorure, c'est un peu plus rapide. Le stockage, tout le monde dit que oui, sans stockage, on ne va pas pouvoir développer plus de ENR, mais est-ce qu'on va trouver une solution? On n'en sait rien aujourd'hui. Après, les incertitudes techno, un plasma, on commence à en avoir, mais ça va prendre du temps à le développer. Ensuite, un autre exemple, le CCS, c'est la capture carbone avec stockage. Vous avez aussi le CCU où on utilise le carbone pour faire autre chose, genre des e-fuels. Et ben là, on se pense savoir le faire. Techniquement, c'est pas si compliqué, mais vous avez une vraie incertitude qui est plus due à la taxation carbone. Est-ce que ça va être rentable ou pas? Et donc, si le politique, lui, n'intervient pas, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, économiquement, ça ne passe pas, ces technologies. Peut-être que demain, si on a un prix du carbone qui a flambé x10, ok. Vous avez des incertitudes au niveau des infrastructures. Pour l'hydrogène, aujourd'hui, tout le monde parle d'hydrogène. Pour moi, personnellement, avoir interviewé plein d'acteurs dans le domaine, personne ne sait vraiment comment les infrastructures vont se mettre en place. On sait que les ports vont jouer un grand rôle. Est-ce que ça va être des pipelines? Est-ce que ça va être des camions? Selon les usages, c'est très compliqué. Et donc, si les infrastructures ne sont pas là, ben, il n'y aura pas de H2 à grande échelle. Idem pour les bornes de recharge pour les voitures électriques. Incertitude sociétale. Est-ce qu'on va accepter de changer nos usages? Par exemple, on développe beaucoup de NR, il y a beaucoup d'intermittence. Est-ce qu'on va accepter d'avoir de l'effacement, accepter l'effacement dans nos consommations? C'est pas dit. L'acceptation sociale des SMR et même des MMR. Les MMR, c'est les micro-modular reactors. C'est autour de 10 MW par rapport à un EPR qui est à 1400 MW pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc c'est vraiment un tout petit truc. Un réacteur qu'on pourrait diffuser un peu partout. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, hein, mais c'est une possibilité. Mais est-ce qu'il va y avoir une acceptation sociale d'avoir un réacteur nucléaire qui est grand comme comme un camion, on va dire, ou une grosse voiture, à côté de chez soi? On n'en sait rien. Et puis ensuite, les incertitudes politiques. Vous connaissez la guerre autour des métaux rares. Et les réglementations, il faut qu'elles agissent pour favoriser cette mutation énergétique. Aussi, un autre point que je voulais aborder, c'est que vous avez le GIEC aujourd'hui qui vous fait un constat, alarmiste, mais qui vous fait un constat. Comment on traduit ça en recherche, en innovation? Aujourd'hui, vous n'avez aucune structure en France ou en Europe qui fait ce lien. Vous avez les politiques qui vont dire oui, il faut faire le New Green Deal là, en Europe. Vous avez les projets H2020, mais vous voyez qu'il y a de la perte en ligne. Et puis ces projets-là, ils sont souvent menés avec l'aide d'industriels. Et donc le lien, il n'y est pas. Il n'y a pas une instance, une institution qui va faire le lien en disant bah, il faut plutôt développer ça ou ça. Alors que moi, je prône pour être dans une innovation efficace. Il y a des leviers qui sont peut-être plus facilement atteignables. Est-ce que ça sert encore à mettre des millions sur l'éolien ou le solaire, alors qu'il y a d'autres secteurs qu'il faut absolument décarboner, qui seraient des quick win? Donc, je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport du GIEC. Il disait que, par exemple, si on s'attaquait au méthane, ce serait vraiment très, très efficace, très rapidement.
eh ben, il n'y a pas tant de projets là-dessus. Et puis je prenais deux autres exemples, la cimenterie et la sidérurgie, chacun, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc vous avez 8% là qui peuvent être attaqués. Problème, ces gens-là, donc d'après l'ADEME, la sidérurgie sont l'industrie qui a le moins de marge. Donc pour eux, investir, pour par exemple basculer sur l'hydrogène ou sur des énergies renouvelables, tout ça c'est compliqué. Donc si on ne les aide pas, si en plus on dit oui mais la solution c'est d'augmenter le prix du carbone, vu qu'eux ils en ont plein de carbone, eh ben ils ne peuvent pas faire une transition. Donc ce que je veux vous montrer là, c'est vu qu'il n'y a pas ces instances qui font constat GIEC, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben ça pose un problème. Et faire comprendre aux politiques tout ça, vous savez que c'est compliqué. Alors aussi un autre facteur qui est pour moi extrêmement important, c'est le paradoxe de Jevons, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de effet rebond, mais qui est pour moi un destructeur de l'intérêt de l'innovation, hélas, et qu'on ne prend jamais assez en compte. Imaginez une voiture, quelle qu'elle soit, hein, électrique ou thermique, qui consomme très très peu d'énergie. On peut dire que c'est un vrai gain de l'innovation. Le problème, c'est que vous avez une baisse des dépenses du carburant, qu'il soit électrique ou autre, et ça fait que le foyer qui a une ou deux voitures va faire des économies d'argent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se permettre de prendre un billet d'avion pour aller à Ibiza. Donc ça vous tue le gain. Et vous avez aussi un effet rebond qui est plus direct. C'est vu que ça vous coûte moins cher d'utiliser votre voiture, vous allez plus l'utiliser, vous allez plus partir en week-end, et vous avez tué le gain de votre innovation. Mais c'est pas spécialement que côté utilisateur, mais c'est aussi côté industriel. Imaginez qu'on arrive à faire maintenant de l'acier vraiment pas cher, qui consomme très peu d'énergie. Ben là aussi, vous avez un effet rebond. Votre voiture coûtera moins cher, donc si votre voiture coûtera moins cher, il y a plus de gens qui vont pouvoir se permettre d'avoir une voiture, donc on va consommer encore plus d'énergie. Et puis, si votre acier il est vraiment moins cher, il va être utilisé aussi dans d'autres services. Donc là aussi, un effet rebond qui est vraiment, vraiment destructeur et dont on parle très, très rarement. Et ça, c'est un papier que Cyrus m'avait indiqué, que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui est pour moi le cœur de notre discussion, qui est que finalement, à croire dans l'innovation, ça devient une excuse à rien faire. Et donc, vous avez là les différentes COP de Rio à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est d'abord cette première ligne-là, c'est de voir qu'est-ce que finalement on visait. Au début, on visait une stabilisation des gaz à effet de serre. Ensuite, on a dit un pourcentage de réduction. Ensuite, un objectif de concentration. Et puis après, on disait non, il faut faire un bilan carbone. Et puis maintenant, on parle d'un objectif de température. Après Paris 2015, là, on a dit il faut viser les 1,5 degrés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, même le GIEC fait cette erreur-là, dans ses modélisations, c'est qu'en fait, quand vous faites tourner un modèle, vous mettez des technologies qui pourraient améliorer les systèmes. Et par exemple, celles qui vont facilement ressortir, c'est tout ce qui est capture carbone. Et vous les voyez régulièrement. Donc là, au début, on était plutôt sur du nucléaire massif. Après, on est passé sur du CCS, c'est-à-dire du stockage du carbone. Après, on s'est dit, ça marche quand même. Oui, ça marche, mais est-ce qu'on ne va pas pouvoir plutôt utiliser du BECCS? Donc, on va stocker du carbone qui vient de tout ce qui est biomasse, toutes ces choses-là. Donc là, on se dit, génial, on a encore plus gagné. Et puis, maintenant, on est plutôt sur toutes ces technologies de capture du carbone. Donc, vous avez le Direct Air Capture, là où tout le monde a dû voir la première grande usine installée en Islande. Et donc, en fait, ça, c'est un moyen de dire, on va mettre de l'innovation dans des technologies qui vont sortir dans 10-15 ans, qui vont permettre de corriger nos erreurs de maintenant. Et pour moi, c'est un piège extraordinaire, ça. C'est de dire, tous ceux qui promeuvent ça, finalement, et même indirectement le GIEC, c'est de dire, le problème, c'est qu'on n'agit pas maintenant. Or, avec le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que la France entière s'est dit, bon les gars, on va mettre de l'argent dans l'innovation, dans les vaccins, on fait rien en attendant, et puis quand les vaccins arrivent, on vaccine tout le monde? Eh ben non, on n'a pas fait ça. On a pris les technos disponibles, on a pris même parfois le masque de Decathlon, on a fait du low-tech parfois, et puis on a agi, et puis le vaccin est arrivé, et tant mieux. Et donc là, l'innovation est intéressante. Je dis, attendez, mon message n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire l'innovation. L'innovation est extrêmement intéressante, mais il ne faut pas compter dessus. Si elle arrive, c'est tant mieux. Alors aussi un autre message que je voulais vous dire, c'est que quand on parle d'innovation, souvent on fait l'erreur, innovation est égale innovation technologique. Il y a plein d'autres sortes d'innovation.
Par exemple, au moment de la première grande effervescence de l'innovation, ça a été au moment de la Renaissance. Mais on a fait de l'innovation dans plein d'autres domaines que la technologie. On a fait de l'innovation, on a inventé les brevets. Ça a été aussi la période où on a inventé l'assurance, qui ont fait une évolution de notre société. Donc on peut faire de l'innovation marketing, de produits, de procédés, de modèles d'affaires, de marketing social, mais aussi, des choses qu'on entend moins, une innovation réglementaire, fiscale, juridique. Par exemple, on n'arrive pas à s'en sortir avec la taxe carbone, il y a des vraies innovations à faire de ce côté-là. Et puis, une qu'on aime moins, avec mon collègue Nicolas, c'est l'innovation des imaginaires, parce qu'on surestime ce que ça peut faire, mais ça peut être des pistes intéressantes. Alors, je ne veux pas que vous partiez en disant « Ah, il est contre l'innovation ». Au contraire, ça peut être intéressant, parce que l'innovation, parfois, ça fonctionne vraiment bien sur la décarbonation. Sur le transport, si vous regardez la consommation des moteurs, elle a fortement décru au cours des années. Alors, vous avez maintenant Sandrine Rousseau qui dit que cette courbe-là peut encore baisser et qu'il ne faut pas aller sur l'électrique, parce que je pense que c'est une grosse erreur. Et parce que voilà, ça permet de décarboner le transport. Vous avez le numérique qui permet aussi de décarboner. Effectivement, le numérique consomme, on est d'accord. Mais vous avez des technologies comme le FDCOI, qui permet de moins consommer dans vos composants électroniques. Vous avez l'impression 3D qui permet aussi de faire des gains énergétiques. Et puis vous avez par exemple tout ce qu'on a connu, Zoom et les autres histoires. Alors, sans oublier l'effet rebond dont je vous ai parlé avant. Et puis on a besoin d'innovation aussi pour trier, pour recycler, pour observer. Là, aujourd'hui, si le GIEC a été capable de faire ce qu'il a fait, c'est grâce aussi au numérique. Ils sont des milliers de chercheurs. Quand vous voulez mettre ça dans un amphi, peut se mettre d'accord pendant 4 mois. Non, il a fallu le numérique. Et puis aussi, il faudra de l'innovation pour mesurer. Mesurer justement tout ce qui est consommation du CO2, toutes ces choses-là. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est par exemple le projet 1 million de kilomètres de Renault. C'est de faire une voiture qui peut se rouler pendant 1 million de kilomètres. Et là, c'est aussi une couche. Vous avez des technologies, mais aussi des usages qui sont différents. Vous allez tendre vers le service. Et vous avez Tesla qui montre la voie avec 10 ans d'avance sur les autres. Aujourd'hui, dans une Mercedes, vous avez 200 ECU à peu près. C'est des unités de contrôle, on va dire. Et l'idée, qu'est-ce qu'a fait Tesla? Ils se sont dit, au lieu de prendre 200 ECU, on va faire un gros ordinateur central. On va pouvoir faire des mises à jour. Donc quand vous achetez une Tesla, elle sera mise à jour régulièrement. Et grâce à cette mise à jour, vous pouvez maintenir vos équipements, savoir comment ils fonctionnent, l'améliorer, toutes ces choses-là. Donc le numérique peut apporter ça. Mais se pose la question, est-ce que c'est la meilleure voie? Est-ce que, moi ça c'était la voiture de mes rêves quand j'étais gamin, une Super 5, GT Turbo. Et ben voilà, je pense que vous attendiez à ce que je parle de low-tech. Je ne crois pas à un monde 100% low-tech. Il y aura vraiment un mélange entre du low-tech et du high-tech. Que quand on peut choisir un des deux, vaut mieux privilégier le low-tech. Mais donc la vérité, elle sera entre ça et celle-là, forcément. Donc mon dernier slide, c'est pour vous amener à la question, mais pourquoi on fait de la recherche? Alors au début, dans l'humanité, on a plutôt essayé de faire de la recherche pour le progrès. Avoir une machine à laver, ça a été un des plus grands progrès de l'humanité. Ça a pu dégager du temps énorme aux familles. Vous avez le téléphone, vous avez l'ampoule d'Edison, l'électricité, sont des vrais progrès, on ne peut pas le nier. Mais je trouve que maintenant, on est tombé dans un monde qui est plutôt l'hubris. Alors l'hubris, peut-être un terme que tout le monde ne maîtrise pas. L'hubris, c'est le fait, alors le terme péché n'existait pas dans la mythologie grecque, mais c'était la faute suprême d'un homme, c'était de se prendre pour Dieu. Et donc je reviens à mon début, à la techno-dieu. Et la punition de l'hubris, c'est la némésis, c'est-à-dire le fait qu'il faille retourner sur son échelle, c'est-à-dire un être humain. Et là, quand on est dans la brosse à dents connectée, quand on est sur la vidéo 8K, c'est scam, ça n'a juste plus de sens. Et donc, tout ça, ces deux mondes-là étaient possibles, le progrès et l'hubris, dans un monde où la nature est vue comme un stock d'énergie et de matière infini. Et le problème, c'est qu'on va rentrer dans un monde où la nature va nous contraindre. Donc moi, mon travail, et celui aussi de Nicolas, c'est de travailler sur le concept de résilience, c'est-à-dire faire de l'innovation pour pouvoir continuer un peu à bien vivre dans un monde dégradé et de vivre le mieux possible.
Merci Eric, merci pour l'invitation. Je vais être rapide, j'avais prévu plus de choses et du coup je vais devoir faire des choses en galopant, mais on est à l'INSA et vous êtes des shifters, donc ça veut dire que la question de la technologie appliquée, elle vous est pas étrangère. En complément de la présentation d'Eric, je voudrais vous proposer une réflexion autour de la question de ce qu'on peut faire avec les outils qui sont disponibles de façon classique et avec les concepts, la réflexion de fond sur l'innovation. J'espère que ça vous paraîtra pas trop abstrait. Je vais donc le faire largement en galopant et je commence avec ce schéma. Je l'ai trouvé, c'est un schéma, une courbe en S qui explique à quelles conditions est-ce qu'on peut rendre un territoire durable. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas nécessairement mon propre secteur d'activité. Eric vient de faire un bel exposé sur qui était avec un ancrage sectoriel dans le domaine de l'énergie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que fondamentalement, pour moi, ça raconte fondamentalement la même chose qu'une courbe en S classique dans le management de l'innovation. Qu'est-ce qu'on sait dans le management de l'innovation ? On apprend ça en école d'ingé ou en école de commerce vraiment dans les premières années, c'est que une innovation de façon traditionnelle, ça se lance un petit peu difficilement. Ensuite, ça franchit ou ça franchit pas ce qu'on appelle le gouffre de Moore. 80% des innovations connaissent un échec, il n'y en a que 20% qui survivraient. C'est des espèces de constantes comme ça. Et puis après, ça se diffuse et ça arrive en fin de vie et puis c'est remplacé par un autre cycle d'innovation. Ça, c'est la théorie. Et de la même façon, il y a quand même des chiffres un peu magiques, comme ça, comme il y a cette courbe en S qu'on retrouve tout le temps. Il y a des chiffres un peu magiques qui flottent. Alors là, je le retrouve sur des enjeux de changement. Là, on parle de non-violence. On peut faire la même chose sur des histoires de transition énergétique, patin couffin. Vous déclinez ça à l'envi. Dès que vous parlez d'innovation et de changement, il paraît qu'il suffirait que 3,5% d'une population donnée concernée par ces enjeux adopte l'innovation pour pouvoir espérer avoir ensuite un effet d'adhésion et un effet d'entraînement. C'est des concepts qui sont un peu fatigués, ils sont datés, ils ne sont pas tous complètement étayés. Et ce que je vous propose, en fait, alors ça va aller vite, accrochez-vous, mais on va faire un survol vraiment rapide et un peu chaotique de ces enjeux-là. Si vous êtes habitué aux sciences dures et à des choses bien démontrées, bien cachères, désolé, ce n'est pas le cas de ce qui se passe dans le management de l'innovation. En fait, on est dans des systèmes, quand on fait de l'innovation, si on fait vraiment de l'innovation, on est face à des enjeux avec un déjà relativement haut niveau d'incertitude et avec des prises de décision qui sont assez vertigineuses, ce qui fait que les gens qui aiment bien fabriquer de la preuve sont pas nécessairement super à l'aise. On n'est pas encore comme en collapso dans ce qu'on appelle une post-normal science, c'est-à-dire une science en émergence. On est un peu entre les deux et je vais y revenir dans cet exposé. Ça explique pourquoi les gens qui fabriquent de l'innovation sont pas nécessairement tous des universitaires et bien ancrés dans la réalité de la science, mais sont des fois un peu plus rock'n'roll. Alors première question, là-dessus je suis pas complètement d'accord avec mon copain Eric, mais c'est pas très grave. J'ai une définition plus restrictive de l'innovation. Pour moi, une innovation, c'est une invention qui a trouvé un marché. Ça implique deux choses. La première, c'est qu'il y a un substrat ou un artefact technologique qui est à la base de toutes les innovations. Donc quand Eric tout à l'heure parlait, mais c'est de la sémantique presque, quand Eric tout à l'heure expliquait qu'il y avait par exemple des innovations de gouvernance ou des innovations de business model, je comprends, mais moi je ne parle pas d'innovation, à ce moment je parle de changement. Et l'autre implicite de cette définition, encore une fois, je sais qu'elle est aujourd'hui restrictive, mais c'est la définition classique de l'innovation, c'est qu'il y a une sanction par le marché, c'est-à-dire qu'on a un abord libéral de ce que doit être l'innovation. On va y revenir. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est enseigné à MIT, qui est une autre belle école, pas aussi bien que l'INSA, mais pas loin quand même. Et en fait, il propose, pour faire l'audit d'un portfolio d'opportunités d'innovation, des outils, et je vais y revenir, ça c'est mon autre message, c'est que les outils qu'on a, ils sont pas mal, mais ils peuvent être largement améliorés. Par exemple, un outil qui s'appelle la cartographie des risques, et cet outil, il dit un truc vraiment intéressant. Il dit qu'en fait, les deux seules dimensions qui doivent être maîtrisées par quelqu'un qui travaille sur de l'innovation au lancement de son projet d'innovation, c'est quelle rupture j'implique dans les usages. On retrouve des enjeux qu'Eric a évoqués dans son exposé sur notamment qu'est-ce qui se passe quand on demande à des gens de changer leur mode de consommation d'énergie, et puis quel niveau de rupture je vais devoir utiliser parce que moi je suis encore une fois ancré dans cette idée qu'il y a toujours un artefact technologique derrière de l'innovation, quel niveau de rupture je vais devoir maîtriser pour fabriquer mon innovation. Pareil, Eric l'a dit à sa manière, c'était très étayé.
Ça se mesure avec l'indice TRL. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder. L'indice TRL, en fait, c'est ce qu'on utilise dans programmation scientifique et technologique, surtout, pour mesurer la disponibilité d'une technologie. Le fait de dire qu'elle est sur étagère ou pas, quand est-ce qu'elle sort du labo, quand est-ce qu'elle est sur paillasse, quand est-ce qu'on peut fabriquer du retour d'expérience. Si ça vous intéresse, je ne le développe pas là, mais si ça vous intéresse, c'est intéressant. Donc, usuellement, il y a de rupture que technologique. Ça, c'est important. Pareil, Eric l'a dit, j'ai la même source. Quand on regarde les récits du futur, ces récits du futur, en fait, ils renégocient, ils produisent un effet comme ça magique de science-fiction, là, positif, de récit positif, en disant que, fondamentalement, on va faire la même chose, c'est-à-dire on ira toujours à l'école, mais on ira dans une école qui sera améliorée par une proposition technologique qui va faire qu'on va faire plus vite, mieux, plus fort, plus démocratique. Vous déroulez le truc ad nauseam comme ça, et en fait fondamentalement c'est encore une fois pour des gens qui font, ce qui était mon cas, de la sociologie de l'usage, il y a des ruptures technologiques, mais les usages, c'est toujours une renégociation sur la base d'usages préexistants qui se passent, et c'est ça en fait, comprendre la diffusion d'une innovation, c'est ça. Donc voilà, ça c'était le cas jusqu'à présent. Maintenant ça va changer, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la renégociation de l'acceptabilité d'une techno, et c'est là qu'on a besoin de nouveaux concepts, c'est dire que certes, on va rajouter que cette proposition de ce qu'on appelle une proposition de valeur, ou un PSS en innovation, il faut qu'il devienne en capacitant pour soit une transition, et transition, je pense que c'est un piège un continuum de gens qui réfléchissent un peu sérieusement aux enjeux écologiques et de fabrication de l'innovation de demain se sont posés à eux-mêmes. Avec Eric, je pense qu'on préfère largement parler de résilience, mais il s'agirait de rajouter une contrainte à cette définition de l'innovation, qui est qu'il faut que ça puisse fabriquer donc quelque chose, on va dire, avant-hier on aurait dit durable, aujourd'hui on dit encore transition, ce qui est à mon avis une vignette, et demain peut-être qu'on dira résilient quand on sera entendu et qu'on aura maîtrisé l'extension du concept de résilience. Alors pourquoi innover ? Je vais aller encore une fois super vite, et d'autant qu'Eric l'a fait. Il y a deux façons de le voir, dans l'économie classique et moins classiquement. Dans l'économie classique, on a Ricardo, dans les grands penseurs, qui commence à nous dire on innove parce que c'est le seul avantage concurrentiel non acquis. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous êtes en France, vous avez une bonne excuse pour ne pas avoir de pétrole, vous n'avez aucune excuse pour ne pas avoir d'idées. Ça veut dire que si vous avez une activité entrepreneuriale, normalement, quel que soit votre point de départ, on est tous à peu près en mesure, dans la pensée libérale, on est tous à peu près en mesure d'innover de la même façon. Ensuite, autre grand penseur de l'innovation, Joseph Schumpeter, lui, il nous dit quoi ? Il nous dit que innover, ça commence par détruire ce qui préexistait, fameuse destruction créatrice, et il nous dit d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et puis après, dans le courant ultralibéral ou libertarien, aujourd'hui, dans les choses qui sont dans les représentations avec lesquelles on essaye de procéder de l'innovation, il y a l'idée populaire dans le courant notamment de l'université de la singularité, qui est que on n'aurait jamais, et Eric a bien battu ça en brèche tout à l'heure, on n'aurait jamais innové dans l'histoire de l'humanité aussi intensément. Moi, je connais le centre de recherche dans lequel Eric travaille, et j'y étais moi-même un petit peu. On disait à l'époque qu'un gamin qui naît au début des années 2000, on était confiant pour dire ça, un gamin qui naît au début des années 2000 assistera de son vivant à autant de révolutions technologiques que tout le reste de l'humanité avant lui. Ça serait ça, l'intensité, et c'est complètement le fantasme de l'université de la singularité. En fait, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il y a des auteurs, là, c'est beaucoup plus mineur, mais comme Scott Berken, si vous voulez lire ce petit livre, ça se lit comme un roman de gare, qui nous explique que fabriquer de l'innovation, c'est compliqué, pour des raisons qu'il développe. Moi, je ne les développerai pas ici. Donc ça, on va dire que c'est la pensée à la fois économique classique et libérale. Et je ne mets pas de jugement de valeur derrière ce que je viens de dire. Innover, ça fabrique de la compétitivité, c'est pas si facile, et ça commence par casser ce qui préexistait avant. Et puis après, on a une autre bonne raison pour innover. Je ne vais pas chercher à vous convaincre de ça, ça s'appelle l'anthropocène. Et en fait, les deux façons d'innover, les deux philosophies de l'innovation, les théories de l'innovation, sont pas compatibles l'une avec l'autre. Dans le premier cas classique, vous innovez et vous allez forcément être dans une économie de la croissance, et comme disait là aussi Eric, d'un monde supposé infini, et de ressources supposées infinies. Vous ne posez pas la question de comment vous allez, pour parler poliment, bouffer le cul de la planète. Et dans l'autre cas,
eh ben en fait, vous devez innover sous contrainte de l'acceptation et de l'intégration des nouvelles normes de l'Anthropocène. Et là-dessus, on n'est pas bien. Puis après, vous avez aussi la possibilité de croire en la transition. Moi, j'y crois pas. Voilà. Pour le dire, je le dis avec le sourire, mais quand je vois deux personnes qui parlent sérieusement de transition, je sais qu'il y a au moins un idiot parmi eux. Je reviens pas là-dessus, puis maintenant on va rentrer un petit peu dans le dur de comment ça se passe, qui innove vraiment. Je fais pas la démonstration, j'ai pas le temps, mais ça pour vous dire que très peu de gens en fait sont dans des postes où ils sont susceptibles de créer de l'innovation, premièrement. Deuxièmement, les fonctions innovation dans les grands comptes, parce que c'est quand même eux qui vont après la fabriquer et la diffuser essentiellement, c'est pas des startups qui grandissent de façon harmonieuse dans les entreprises exponentielles que appellent de leur vœu la Silicon Valley. En France, ça se passe pas comme ça. En France, en gros, le schéma de l'innovation, c'est soit vous êtes dans un centre de recherche, vous avez un brevet qui a un potentiel, vous créez une start-up et puis au bout de 3 ans, si ça se passe bien pour vous, vous êtes identifié avec une preuve de concept qui est à peu près sexy pour un grand compte qui va vous la racheter et vous mettez une Porsche dans votre garage. Ou alors, vous n'êtes pas dans un centre de recherche, mais vous êtes pour le coup chez un grand compte, vous vous ennuyez, vous faites une spin-off, ça se passe bien, ça se passe pas bien, et c'est comme ça que, à la fin, vous remplissez des brevets, parce que ça reste, je le regrette, mais confère les travaux de Joseph Tenter sur la complexification et les brevets comme proxy de l'intensité de l'effort d'innovation, vous faites des brevets, et à la fin, vos brevets, soit ils servent à créer de la valeur pour le public, quand ça se passe bien, soit ils servent à créer du pouvoir de négociation pour des grands comptes qui vont s'en servir pour régler des conflits légaux. Alors ça c'est plus important et vraiment je voulais vous parler de ça. Comment on innove? D'abord en termes de conduite de projet, quand vous êtes à l'école ou quand vous n'êtes pas à l'école, vous apprenez à respecter les normes, notamment celles du management de l'innovation. Ça vous parle à la fois d'organisation de projet, voilà, c'est détaillé ici. Là il y a des petites boîtes magiques, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, ce qu'on appelle, quand on ne sait pas, on appelle ça la créativité, quand on sait un peu, on appelle ça le processus d'idéation. Et quand vous allez en annexe de la norme, ça va vous donner toute une boîte à outils de méthodes qui sont censées vous aider à innover. Ça a été quand même un peu toiletté, un peu modernisé, donc des gens qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs, mais plutôt des designers, nous amènent, alors là c'est le cas le design process d'une grande agence qui s'appelle IDEO, un processus, ça raconte la même chose, simplement c'est plus clair, un processus, et ça rajoute une notion, donc on a des étapes où on découvre, on interprète, on génère des idées, on expérimente et on améliore, pas de problème, mais ça nous rajoute une notion qui est divergence-convergence. Divergence, ça veut dire que je suis ouvert à des tas de possibilités, je sais faire de la créativité. Convergence, je sais ramener ça à une problématique initiale, et en fait c'est un double processus comme ça, et je reviens à ce que je vous disais auparavant, tout le monde n'est pas également capable d'innover. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas aussi à l'aise dans les deux processus et du coup, ça demande, quand on fait un petit peu de sociologie des organisations, une organisation bien particulière. La BPI, la Banque publique d'investissement, a sorti il y a quelques années maintenant un guide qui s'appelait Innovation nouvelle génération, et là-dedans, il promouvait notamment l'innovation par les usages. Ça veut dire quoi? C'est que dans les trucs à la mode, récemment, mais récemment au sens de c'est ça qui vous donnera des sous dans des guichets de financement de la recherche, différentes modalités d'organisation d'un projet qui intègre le point de vue de l'utilisateur final, et ça quand même pour fabriquer de l'acceptabilité de mesures qui sont a priori pas populaires, c'est intéressant. Donc voilà, on en est là, c'est à la mode. Après, si vous êtes un peu cynique, vous pouvez demander à des gens qui ont vraiment fabriqué de l'innovation au sens de ce que vous avez dans vos poches, et pas ce qui est plus ou moins bien sorti d'un centre de recherche. Donc un jour, on a demandé à Steve Jobs comment est-ce qu'on fabriquait de l'innovation, comment est-ce qu'on pouvait garantir la systématisation du processus d'innovation. Sa réponse, ça a été on peut pas. Donc ça veut dire on revient à cette figure prométhéenne et difficile du management de l'innovation. C'est pas un truc donné. Alors on peut pas, mais il y a la question des outils. Alors ça c'était avant, là je viens de vous parler de la conduite de projet, puis après il y a la question des outils qu'on utilise pendant ces projets. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas d'outils, vous irez nulle part. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est pas parce que vous avez des outils à l'état de l'art, et en plus bien choisis parmi la boîte à outils de l'innovateur, que ça va bien se passer mécaniquement. C'est plus compliqué que ça, mais vous pouvez pas en faire l'économie. Alors, il y a des outils qui sont plus ou moins dédiés. La bonne nouvelle par rapport à quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans, c'est que
on est maintenant face à une offre d'information, c'est presque parce que dans le jargon des consultants, on parle d'infobésité. On est face à une offre sur les boîtes à outils de l'innovation qui est pléthorique, mais pour autant, on peut avoir des doutes. Alors on va les regarder, mais sans aucune concession, hein, ces motifs de doute. Alors voilà, ça c'est des vrais cas que j'ai trouvés dans des choses récentes. Là, c'est un cabinet conseil qui décide d'accompagner, alors ça c'est une super fenêtre d'opportunité pour le coup, de changement organisationnel, qui décide d'accompagner une grande association, je ne vais pas donner de nom ni du cabinet ni de l'association, dans sa raison d'être. Vous savez, aujourd'hui on parle d'entreprise à mission, raison d'être, blablabla. Donc comment on fait? On demande à un consultant, et le consultant il vient, il dit ça va bien se passer, d'abord on va définir ce que c'est l'ADN de l'association X. Et pour ce faire, l'outil qu'il a utilisé, et il était fier de le montrer, voilà. Et clairement, il en a fait un cas d'usage de son savoir-faire, c'était le business model Canva. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vous assure, c'est à peu près comme utiliser un couteau suisse pour essayer de réparer le carburateur de la R5 dont parlait Eric tout à l'heure. C'est pas très approprié. Même façon même erreur erreur sincère. Hein. J'ai vu c'était pas un consultant, c'était une agence là qui utilisait les 5 pourquoi comme outil pour faire une analyse systémique. Bon, d'abord il y a des outils d'analyse systémique. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde fantasme sur les approches systémiques. C'est à la mode, voilà. C'est comme multiscalaire ou ce genre de mots là qui sont devenus hype. C'est plus compliqué que ça. Et alors les 5 pourquoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil qui a été utilisé comme dans la boîte à outils des qualiticiens japonais des années 80 pour produire de l'amélioration continue. Clairement, ça ne me fait pas rêver. On est dans le même problème. Alors là, la cerise sur le cajot, Total, qui nous propose pro bono le guide de l'éco-innovation. Première méthode, TRIZ. TRIZ, c'est une méthode qui a été proposée en Union soviétique, je dis bien en Union soviétique, à partir des années 50, pour générer de l'innovation de façon systématique. J'aime autant vous dire que c'est pas la méthode exactement considérée comme la plus pertinente pour fabriquer de l'innovation tout court, et pour fabriquer de l'éco-innovation, j'aimerais bien savoir ce qui est passé dans le cerveau de ces gens. En tout cas, ça n'a pas empêché Total de continuer à faire du business as usual, comme le montre cet article. Après, il y a des choses que je vais m'abstenir de commenter. Hein. Enfin, si vous voulez ouvrir vos chakras à l'innovation, vous avez je crois que ça s'appelle l'innovation en U, là, ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, clairement, je n'accorde pas un grand crédit à ce genre d'approche. Et l'explication de tout ça, c'est quoi? La formule est géniale, celle d'Abraham Maslow. Il dit, en fait, le problème, c'est que quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes finissent par ressembler à un clou. Autrement dit, on ne se rend pas compte à quel point nos outils sont fatigués et émoussés, et souvent pas pertinents, mais on ne va pas faire l'effort de les remettre en question. Le consultant moyen ou le mec qui fabrique de l'innovation, ça ne change rien du tout. En gros, il recourt, voilà, c'est ça l'info qu'il faut garder. C'est de l'analyse sauvage, mais je vous assure que chez tous mes amis, j'ai que des amis consultants, hein, tous mes amis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour des raisons que je vais pas chercher à les dédouaner ici, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je ne les juge pas, mais ils utilisent tout le temps sensiblement les 3 mêmes outils, à quelque chose près. Sauf quand vraiment ils sont obligés de le faire autrement. Parce que l'économie des sociétés de conseil ou l'économie des groupes d'innovation, c'est celle-là. Il y a très peu de gens qui arrivent à étoffer leur panel d'outils, et ces outils, en fait, ont eux-mêmes une notoriété qu'on peut répartir sur une longue tail. Donc en fait, vous connaissez tous, vous avez déjà tous entendu parler de brainstorming ou de business model Canva que je montrais tout à l'heure. Et il y a des choses là qui commencent à émerger sur les lead users, les personas, puis après ça devient super exotique et c'est très compliqué d'être performant sur beaucoup de méthodes. Alors, comment est-ce qu'on sort de ce brouillard? Est-ce qu'on peut le faire relativement rapidement? Moi, je pense que oui, mais c'est pas facile. En fait, il faut considérer, et ça c'est un vrai enjeu de changement, mais c'est une petite révolution, et je pèse mes mots. Il faut considérer que les outils de management de l'innovation et d'accompagnement du changement, c'est les communs de demain. On va devoir fabriquer de façon différente, et je ne rentrerai pas dans le détail, ça peut être l'objet de vos questions, on s'attend à ça avec Eric, mais
Demain, on ne pourra pas fabriquer de l'innovation comme on l'a fait dans l'économie classique. Je suis convaincu qu'il faut le faire autrement. Et donc, comme le disait pour paraphraser Maslow, on ne réglera pas les problèmes de demain avec les outils d'hier. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà des cadres de référence qui existent. Vous êtes shifter, vous lisez Nature, ou vous connaissez les travaux du Stockholm Resilience Center qui définissent en fait les objectifs et puis qui commencent à prioriser les alertes à partir desquelles on doit travailler. Mais le travail de qualification de l'anthropocène, en fait, reste largement à faire. Et ce à quoi je travaille, je ne le développe pas ici, je ne suis pas là pour faire ma pub maintenant, mais c'est de faire pour les outils d'accompagnement du changement ce que GitHub a fait pour le code source, ou c'est un plus ou moins bon proxy ce que Wikipédia a fait pour l'encyclopédie, c'est-à-dire d'empêcher la rétention d'informations sur les outils qui existent et d'accélérer le partage de bonnes pratiques pour fabriquer des nouveaux outils. Et je pense que c'est donc le projet s'appelle Wabi-Sabi. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une matrice Eisenhower, école de commerce, première année. Comment est-ce qu'on apprend à prioriser ces projets? En fait, on peut faire la même chose en faisant un petit twist méthodologique pour piloter de l'accompagnement de l'innovation. Tout à l'heure, je vous ai montré un cas de consultant qui utilisait un business model Canva classique pour accompagner l'édition d'un ADN. Ici, on a en fait, alors que, vous voyez, le paradoxe, c'est que s'il était allé voir les gens qui sont à l'origine du business Canva lui-même, c'est-à-dire c'est Strategizer, c'est Osterwalder et Pignor, sur leur blog, ils montrent des extensions du business model Canva pour des gens qui ont justement à adresser ces problématiques. Il suffisait, entre guillemets, mais encore fallait-il s'autoriser à le faire, de rajouter une case mission, une case impact et une case externalité négative dans un business model Canva, et déjà, ça se serait moins mal passé. Le truc existait, il fallait le chercher. Et puis après, je ne vais pas trop vous en parler, mais je pense aussi, et ça c'est une extension de l'outil que je vous ai montré au tout début sur la cartographie des risques de MIT, qu'on peut, je le fais, éditer des nouveaux outils d'accompagnement du changement. Ça, je ne vous le dis pas, mais on est d'accord, il s'agira d'innover dans la sobriété. Pour ce faire, voilà, c'est ça les vrais messages clés, pour ce faire, on peut requalifier l'innovation, mais surtout, ce que je vous propose de retenir et éventuellement de challenger, c'est l'idée que l'entrée dans l'anthropocène va changer la nature même de l'innovation dans nos sociétés et qu'il va falloir comprendre ce en quoi l'innovation de demain, ça n'est plus la même chose que l'innovation et le changement d'aujourd'hui. C'est un conseil pratico-pratique, ne mettez presque aucun espoir dans les méthodes d'accompagnement du changement. En revanche, faites-vous une belle boîte à outils, bien pléthorique, et jouez la tactique plutôt que de jouer la stratégie. C'est pas les mêmes échelles, mais c'est ça ce dont vous allez avoir besoin. C'était déjà vrai hier, ça sera encore pire demain parce qu'on est dans une société qui est extrêmement infantilisante. Très peu de gens sauront innover. Par contre, tout le monde devra changer. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable de créer des effets d'adhésion à ces changements. Et enfin, la bonne nouvelle, quand même, pour finir, la rétention d'informations sur les méthodes et outils est aujourd'hui obsolète. Et je vous laisse le contact d'Eric sur la résilience et puis le mien et celui de Wabi-Sabi si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci à tous les deux. On a quoi, 10-15 minutes? Allez, mettons 10 pour... Mettons 10, oui. Alors, on va prendre des questions de la salle, là, on a beaucoup. Alors, vous au fond et puis vous devant. Allez-y. Oui, bonjour. J'avais une question pour Eric. Là, je voulais savoir, est-ce que tu peux revenir sur ta slide, si tu as moyen? Ouais, laquelle? Et au niveau des infrastructures, des incertitudes au niveau de l'infrastructure, tu as mis au même point l'hydrogène et les bornes électriques. Tu as bien étayé le point de l'hydrogène, pourquoi c'était compliqué. Les bornes électriques, je voulais savoir pourquoi en fait tu les as mis au même point, parce qu'on peut recharger une voiture autrement par les bornes. Et puis on a quand même un exemple avec Tesla et autres qui ont quand même mis en place l'infrastructure. Ensuite, sur le méthane, pour moi c'est plutôt l'élevage avec les ruminants. Alors, quel est le rapport avec l'innovation? Et dernière chose, c'était sur l'effet rebond. Tu disais que c'était un peu limité l'innovation là-dedans, parce que ça allait créer des effets rebonds comme le transport, où on pourrait citer la rénovation thermique des bâtiments, les gens se chauffent plus. Est-ce que c'est pas un problème en fait plutôt économique
il ne suffirait pas de mettre un signal prix pour en fait faire que les gens en fait, ils dépensent la même chose et juste ils consomment. Donc, est-ce que c'est pas tout un problème économique que l'innovation? Si je réponds par la dernière d'abord, c'est que cet exemple de l'effet rebond, il permet de vous montrer que l'innovation, elle fait son boulot, comme pour la 5G, mais qu'après, si on ne passe pas par la phase réglementation, on peut passer par une phase en montant les prix, mais moi, ça me pose un problème éthique, c'est que les riches vont pouvoir se payer des choses que les pauvres ne pourront plus jamais se payer. Et donc, si on veut plutôt que ce soit tendre vers une société égalitaire, il va falloir passer par la réglementation pour casser cet effet rebond, effectivement. Ton autre question, c'était pour les infrastructures. Alors moi, je suis aussi élu à l'urbanisme de ma ville. Clairement, mettre en place des stations de recharge dans les immeubles des personnes ou en bas de leur immeuble, c'est compliqué. Quand tu as une maison, charger ta voiture, c'est facile. Mais l'infrastructure, c'est pas que Tesla qui la met sur les routes providentielles qui sont Genève, Lyon, Toulouse, quoi. Et si tu veux aller dans ton petit village en Haute-Ariège, je ne sais pas si ça existe la Haute-Ariège, mais en Ariège, ça sera compliqué, quoi. Et puis sur le méthane, alors là je vais être totalement honnête, je ne suis pas spécialiste du tout du méthane. Effectivement, la grosse partie vient de l'élevage, mais il y a aussi quand même des process industriels qui en dégagent, et il y a aussi ce levier-là qui existe. Je pense que le sens de la recommandation du GIEC, c'est que comme c'est un gaz à effet de serre à durée de vie courte, les bénéfices viendraient assez rapidement. Alors que les bénéfices de réduire les émissions de CO2, ça va souvent de pair aussi avec la réduction d'émissions d'aérosols qui ont un effet refroidissant. Donc moins de charbon à court terme, ça fait moins d'aérosols et donc du réchauffement. Et à plus long terme, moins de CO2 et moins de réchauffement. Et effectivement, le méthane, ça permet de contrebalancer ça en réduisant l'élevage, mais aussi du gaz naturel, par exemple. On a répondu aux 3 questions. Oui, puis c'était monsieur. Oui, j'ai une question toujours sur l'effet rebond. J'ai travaillé 10 ans dans l'éco-conception, je faisais des ACV. Et c'est vrai que ce n'est pas des choses qui étaient prises en compte et j'en ai jamais entendu parler dans les séminaires. Merci d'en parler. Maintenant, comment vous allez modéliser, comment vous pouvez modéliser ce genre de choses lorsque vous travaillez par exemple sur l'éco-conception d'un produit, parce qu'en général, sur un produit, c'est pas systémique. En fait, moi, comme toi, je connais personne qui le modélise ça. Ben oui. Peut-être qu'il y en a, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Et pourtant, ce serait pas si compliqué si on prend l'exemple des antennes 5G. On sait assez rapidement calculer la consommation, ce que ça va engendrer comme données. Donc, à mon avis, ce ne serait pas si compliqué à prendre en compte. Mais pour ça, par contre, où il peut y avoir l'innovation, c'est de mettre des outils en place. Aujourd'hui, un exemple tout bête, c'est quand vous surfez sur Internet, vous n'avez aucun outil qui vous dit combien vous avez consommé en fait, d'énergie à travers ça. Et donc, il y a, à mon avis, de l'innovation à faire à ça pour tracer, quoi. Et du coup, empêcher un effet rebond potentiel. Une autre question pour les 2 dernières, monsieur au fond, et puis au quatrième. Et puis une dame. Ah, pardon. Non, je sais pas, J'avais une question sur l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que, en fait, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui est très référensible au niveau des ressources et des déchets, etc. Mais est-ce qu'elle n'est pas aussi, de façon assez ambiguë, est-ce qu'elle ne peut pas être aussi porteuse d'innovation dans le sens où le fait de renouveler des modèles de façon assez intense, assez fréquente, ça ne fait pas évoluer beaucoup la technologie, par exemple les smartphones, etc. Et comment est-ce qu'on peut lever cette ambiguïté de l'obsolescence programmée, en fait, par rapport aux déchets qu'elle génère d'un côté, et l'innovation aussi qu'elle peut porter de l'autre. Alors, moi, je vais être peut-être un peu choquant, mais l'obsolescence programmée, pour moi, c'est un mythe. Ça n'existe pas. L'obsolescence programmée, elle est surtout dans nos têtes. Quand on a sorti l'iPhone au début, tout le monde a hurlé sur le fait qu'on ne pouvait pas changer sa batterie. Tout le monde disait « Ah, c'est l'obsolescence programmée ». Qui a gardé son iPhone jusqu'à ce que la batterie soit morte? Pas beaucoup de monde, quoi. Donc effectivement, pour aller dans ton sens, l'innovation est intéressante et pose de vraies questions. Parce que là, par exemple, je regardais des éoliennes qui sont arrachées pour pouvoir en mettre des plus performantes. Et donc, elles ont été arrachées au bout de 10 ans. Donc on peut se dire, une éolienne, ça dure que 10 ans, mais il y a un vrai intérêt à la changer pour pouvoir mettre au même endroit. Déjà, il y a une acceptation sociale. Et puis, grâce à l'innovation, on a pu améliorer la chose. Et moi, à un moment, je me disais, pourquoi on n'avait pas des panneaux solaires qui durent 100 ans?
Et ben aussi, là aussi, il y a de tels progrès qui sont faits qu'il n'y a pas d'intérêt finalement à avoir une durée de vie très longue des panneaux solaires. Donc ça va dans ce sens-là que l'obsolescence programmée, moi perso, à part peut-être 1 ou 2 cas dans le monde, c'est un mythe. Elle est aussi cassée par cette innovation. Je suis d'accord avec vous. Il y avait la dernière question. Il y a une dame. Une dame. Alors la dernière sera une dame qui va respecter la parité, malheureusement de ne pas s'en tenir là. D'abord, merci pour les présentations. Et ensuite, s'il y a de moins en moins de personnes qui innovent, mais si sur un projet plein de personnes ont des compétences, un apport différent, où est-ce que dans la réalité se mettront les personnes qui innovent, qui permettront peut-être de changer l'orientation du projet ou des choses comme ça? Ouais. Tant qu'on ne sera pas pris quelques murs de réel politique et de difficultés, ça ne changera pas et on ne fabriquera pas de l'innovation autrement, de façon choisie. C'est quelque chose qu'on va faire de façon beaucoup plus subie, sous des contraintes environnementales et j'espère légales, comme pour le coup c'est un petit peu le cas dans le cas de l'obsolescence programmée, où le législateur a su quand même, et encore merci aux citoyens qui ont poussé derrière ça, reconnaître la gabegie écologique qu'il y avait et qui générait ça. Et je pense que essentiellement ces nouveaux profils d'innovateurs seront en poste tardivement, et pour le coup ça vaut le coup, on est dans une école, de se poser la question de comment on les forme et comment aussi en les formant, en leur laissant une marge d'invention sur les outils, et je reviens à ça, désolé c'est ma marotte, mais une marge d'inventivité sur les outils qu'ils vont utiliser demain et sur leur capacité à intégrer encore une fois le cadre de référence de l'anthropocène et pas celui d'un monde inépuisable. Il n'y a que à cette condition que le tuilage se fera de façon la plus heureuse possible. Donc moi j'ai pas d'espoir sur un changement massif, choisi, anticipé aujourd'hui. Ça viendra que progressivement et sous la contrainte, et parce que encore une fois on aura préparé une génération par exemple d'ingénieurs et de designers à fabriquer de l'innovation autrement. Merci beaucoup. Je vais tenter de conclure effectivement sur ces questions d'attentisme politique qu'a fait aussi référence Eric, avec le fait que les conclusions scientifiques ne sont pas traduites en mesures de soutien à l'innovation. Je trouve que la capture du carbone, c'est un très bon cas d'école. Donc, tu disais, oui, 1997, déjà, on parle de CCS. Effectivement, ça a du sens. Donc, en théorie, un tiers des émissions de CO2 sont capturables, celles qui sont issues de sources concentrées, donc centrales à charbon et gaz, ciment, acier. On a eu 25 ans pour faire quelque chose, pour investir dedans. Quel est le résultat aujourd'hui, 25 ans plus tard? Il y a une vingtaine de sites équipés. Donc quelques millions de tonnes de CO2 capturées, à comparer avec un potentiel capturable de 10 milliards. Donc on ne s'est pas franchement mis aussi en mode économie de guerre, alors que ce n'était pas non plus une économie de guerre qui était nécessaire. C'est même probablement des investissements bien moindres que ce qu'on a mis sur la table pour le coronavirus. Donc c'est ça. Même si j'étais quelqu'un qui ne jurait que par l'innovation, je serais quand même déçu, même s'il y avait quand même cette chose-là à faire. Et encore, l'ironie du sort, c'est que la vingtaine de sites installés, en plus le carbone réutilisé, tu parlais d'utilisation, il l'est pour la récupération assistée du pétrole. Donc pour forer encore plus de pétrole. Donc, le peu qu'on arrive à capturer, il sert à ça. Donc non, c'est effectivement, ça pousse à être interpellé, je pense, par cette forme d'attentisme et ce manque de passerelle entre les recommandations scientifiques et les investissements qu'on fait dans l'innovation à grande échelle, et il serait pourtant temps de se remonter les manches. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça fut intéressant pour vous. On va s'arrêter là. Vous avez d'autres conférences auxquelles assister. Merci beaucoup.